Le 21 janvier 1944 paraissait dans le toujours excellent « Je suis partout » la critique de François Vineuil du film « Vautrin » sous le titre « La quadrature du cercle », texte intégral. Une grande firme française de cinéma conçoit le dessein de mettre en chantier un film de vaste proportion, destiné à servir son prestige et celui de notre écran. Elle est résolue à y consacrer tous les fonds qu'il faudra. Rien n'est plus louable, et l'entreprise est assez exceptionnelle pour qu'on lui souhaite autant de succès qu'il se peut. La firme veut en avoir pour son argent, ce qui est bien compréhensible. Mais comme toutes les maisons de même ordre, elle a surtout dans ses conseils des hommes dits d'affaires, très avisés lorsqu'il s'agit d'un achat de terrain, d'une opération en bourse, d'un marché à passer sur des comestibles ou des tissus, beaucoup plus sujets à l'erreur quand ils ont à décider d'un film. Ce n'est pas de leur faute. Si l'on chargeait du jour au lendemain tel metteur en scène de mes amis de diriger une grande filature ou de grandes aciéries, je crois qu'il n'en mènerait pas large. Nos excellents hommes d'affaires tiennent le cinéma pour une industrie. C'est un point de vue fort logique, comme je me suis efforcé de le démontrer récemment. Nos messieurs ont simplement le tort de traiter le cinéma comme une industrie paradoxale, qui ne réclame aucune compétence, qui n'a besoin d'aucun spécialiste. Le cinéma, pour eux, est l'illustration en format géant de la littérature ou du théâtre. Dans le même temps qu'ils pensent à un grand film, ils pensent donc à un grand livre. Or, quel auteur peut nous en fournir de plus vaste que Balzac? Notons au passage que cet enthousiasme balzacien chez les bien-pensants et les financiers d'aujourd'hui est assez savoureux. Il y a un siècle de cela, Balzac était un objet de scandale, à la façon de notre Céline. Pour les personnes vertueuses et bien nanties, Balzac représentait le peintre répugnant de l'ordure, un obsédé du vice et de la laideur, dont on prédisait l'anéantissement dans un rapide oubli. Mais la roue a tourné. Balzac, et je m'en félicite, est une de nos gloires nationales. Je doute, à vrai dire, que nos administrateurs aient poussé très loin la lecture de la comédie humaine. Mais le cinéma a l'habitude de vivre sur un fort petit nombre d'idées, qui l'usent en quelques mois jusqu'à la corde. Il a redécouvert Balzac ces temps-ci. C'est donc à qui, dans les studios, tournera du Balzac. Balzac est rassurant. Quelque chose qu'il nous pardonne, comme une valeur de père de famille. Puisqu'on fait un grand film, on prendra la plus longue histoire balzacienne. Par surcroît de garantie, on demandera le scénario à un académicien. On engagera un illustre comédien. On n'épargnera pas les millions. Cette fois, on peut attendre la critique de pied ferme. La critique a déjà dit à d'innombrables reprises ce qu'elle pensait à ce propos, et le chroniqueur de « Je suis partout » doit en être pour sa part au 20e exemplaire du présent article. Il s'excuse de cette réédition, mais ce n'est pas lui le responsable. J'espère n'apprendre à personne qu'aucun roman de Balzac ne porte le titre de « Vautrin ». Jacques Collin, dit Carlos Herrera, est un de ces personnages fondamentaux de la comédie humaine à qui Balzac n'a pas consacré de monographie, mais il l'a introduit dans plusieurs de ses récits. On rencontre Vautrin dans Le député d'Arcy, dans Le Père Goriot. Il fait une entrée saisissante dans le 3e tome des Illusions perdues et règne sur les 2 volumes qui suivent, Splendeur et misère des courtisanes. C'est ce Vautrin de la dernière époque, forçat évadé, déguisé en prêtre espagnol et devenant chef de la sûreté, que le cinéma a voulu faire revivre. Mais Splendeur et misère, qui forment déjà un morceau copieux, sont inséparables du vaste ensemble qu'elle couronne, le plus vaste qu'il y ait dans toute l'œuvre de Balzac. Une immense fresque sociale où grouille à la fois le monde du Faubourg Saint-Germain, celui des journaux, celui des Apaches,
celui de la prostitution, énorme tragédie de l'argent, de l'ambition, de la vanité, de la sensualité, de l'amour, du vice. Sagement, les adaptateurs s'en sont tenus à la crise finale de cette tragédie, ce qui était en effet le seul parti possible. Mais cette crise dénoue toute une succession d'événements familiers à un lecteur de Balzac depuis des centaines de pages, et qu'il faut au moins suggérer pour le spectateur de cinéma. C'est le cas pour le rôle du jeune Lucien de Rubempré, personnage essentiel des Illusions perdues, le provincial trop joli garçon, perdu par Paris et les femmes, et qui est déjà sur le point de se suicider quand il apparaît sur l'écran de Vautrin. Comment ramasser en 6 ou 7 quarts d'heure de spectacle cet univers ayant toute la diversité, toute la complexité de la vie, ces centaines de personnages, tous indispensables à l'action, ces innombrables péripéties, qui toutes s'enchaînent, s'expliquent l'une l'autre. Balzac y échoua quand il tenta de porter son Vautrin au théâtre. Les adaptateurs du cinéma y ont moins mal réussi que lui. Mais le problème qui se posait à eux était une véritable quadrature du cercle. Sans doute, ce beau jeune homme malheureux et fourvoyé dans de sinistres aventures se nomme-t-il Lucien de Rubempré. Nous voulons bien croire aussi que ce vieillard grêlé, richissime et libidineux, soit monsieur de Nucingen. Cette blonde dolente, Esther Gobseck. Et Vautrin, ce singulier curé, qui se déguise un peu plus loin en Auvergnat porteur d'eau. Mais ces figures sont les ombres pâlies des originaux. Balzac pouvait approfondir à son gré les caractères de sa faune, pousser son analyse pendant des nuits et des nuits. Il lui suffisait de quelques plumes neuves et de quelques cafetières. Le cinéma, limité par le temps et l'argent, ne le peut. Nous suivons avec passion l'histoire de Rubempré chez Balzac, parce qu'il nous est connu dans les moindres détails de sa nature, dans ses moindres réactions. Sa chute devient prodigieusement pathétique, parce que nous savons d'où il vient, ce qu'il pouvait, quel don il a gâché, quelle chance il a rencontré, et comment aussi le monde l'a perverti, stérilisé. La tragédie est amenée, justifiée par les géniales observations du romancier. Au contraire, les êtres qu'anime l'écran demeurent conventionnels. Les gestes que le scénario leur prête, étant mal expliqués, restent de la gesticulation. Nous voyons les effets dans ce qu'ils ont de plus immédiatement apparent, mais nous n'avons pour ainsi dire rien appris sur leur cause. Un exemple rapide montrera mieux ce que je veux dire. Vers la fin du film, le juge Camusot, chargé d'instruire le procès de Vautrin et de Lucien, où tout le faubourg Saint-Germain risque d'être impliqué, se trouve en proie à des sollicitations aussi pressantes que contradictoires et à l'active ambition de sa femme. C'est à qui lui proposera de l'avancement, les uns pour qu'il absolve, les autres pour qu'il condamne. Balzac note toutes les tentations et hésitations de cette âme qui ne sait plus où se trouve son intérêt ou son devoir. C'est tout le problème de la justice que traite le grand écrivain. Au cinéma, Camusot devient le commissaire de Guignol, aux réactions puériles et mécaniques. Et un bon comédien comme Marcel André ne peut rien y changer. De même, à la narration pressée de Balzac, qui nous tient si admirablement en haleine, le cinéma substitue un récit bien lent. Au lieu de la masse d'événements qui font boule de neige et précipitent Lucien sur la pente fatale, nous n'avons plus que quelques épisodes assez étirés. Nous avons rarement mieux senti l'opposition du récit littéraire et du récit cinématographique, et combien ils sont irréductibles l'un à l'autre. On connaît ces albums qui mettent à la portée des petits-enfants les grands livres, Don Quichotte ou Pantagruel, avec peu de texte en grosse typographie et beaucoup d'images. Le Vautrin du cinéma est un peu de ce genre. Il faut reconnaître que, dans sa majorité, le public adulte trouve ces albums parfaitement à son goût. Quand on pense cependant que beaucoup de ces spectateurs seraient capables de lire Les Illusions perdues dans le texte et d'y trouver un puissant plaisir,
on incline à conclure que le cinéma ne relève guère l'esprit de nos contemporains. Cet album d'images est, du moins, soigné, avec un souci de la vérité, une probité de la restitution qui met Vautrin fort au-dessus du colonel Chabert, par exemple, et lui confère une certaine couleur balsacienne. On constatera aussi, le mérite en revient sans doute à M. Pierre Benoît, que les adaptateurs, s'ils ont dû laisser de côté presque toute la substance humaine de Balzac, ont su dégager ce qu'il y avait en lui de romantisme populaire, de pathétique très corsé, le mélodrame balzacien, en somme, qui conserve sur la foule un grand pouvoir. Vautrin possède encore un autre attrait décisif, celui de nous montrer à nouveau Michel Simon dans un rôle digne de lui. Est-ce à dire que Michel Simon nous impose vraiment la présence physique du fameux forçat? Pour ma part, du moins, je ne le trouve pas. Il est rare qu'un acteur célèbre s'identifie avec ces grandes figures littéraires qui ont tant remué nos imaginations. Le cas de Pierre Blanchard dans le Raskolnikov de Crime et Châtiment est demeuré exceptionnel. Je verrai toujours Vautrin sous un aspect plus massif, plus ramassé que celui de Michel Simon. La personnalité si originale du créateur de Clo-Clo, de Boudu, reste tyrannique ici. Nous avons vu d'abord Michel Simon, et ses traits ne se confondront jamais avec ceux de Vautrin. Mais, on le répète, il retrouve enfin un rôle à sa taille, qui efface aussitôt toutes les sottises qu'on lui fit tourner en Italie. On avait un peu trop vite, sur la foi de quelques Tosca, rayé Michel Simon de la liste des grandes vedettes. Il vient de nous prouver que son talent demeure intact. Les dernières scènes de Vautrin nous rappellent que Michel Simon est aussi un grand tragédien. La distribution de Vautrin est fort correcte dans son ensemble, en particulier avec Jacques Varenne, Louis Seigné, Pierre Labrie, Gisèle Casatsu, Lynn Noro, Georges Marchal, qui se révéla dans Lumière d'été, est un Lucien de Rubempré un peu trop juvénile, mais ardent. Joli garçon, sans être trop fade pour cela. Il doit trouver sans retard de nombreux emplois à l'écran. On aurait souhaité une Esther plus capiteuse que la très honnête Madeleine Sologne. De ci, de là, quelques-unes des grandes dames du faubourg vous ont de ces physionomies de filles de concierge que c'en est un bonheur. Pour nous résumer, une grande firme peut, sans rougir, mettre son estampille sur Vautrin. C'est un film fort convenable, très proprement mis en scène par M. Pierre Billon, et que le public ne peut manquer de bien accueillir. Mieux vaut 100 fois offrir à ce public un Vautrin que des « Je suis avec toi ». Mais une fois son circuit accompli, cette consciencieuse illustration ne laissera pas plus de traces que les différentes versions des Misérables, pour citer des ouvrages assez voisins de celui-ci. On ne songe pas sans un soupir de regret à la fortune que vient de coûter ce travail. Si on avait employé cet énorme budget à la recherche et à la réalisation d'un scénario original, vraiment conçu pour le cinéma et ses ressources, et en prenant conseil d'artistes, de spécialistes qualifiés, on pouvait aboutir à un chef-d'œuvre qui eût bien autrement consacré le renom de ses producteurs et servi celui de l'écran français.